Je vais commencer. Donc, cette année, le sujet, c'est la renormalisation, qui est un sujet qui est très vaste et qui a une longue histoire en théorie des champs et en physique statistique. Alors, en fait, il a été importé à la fin des années 60 et au début des années 70 dans le domaine de la physique statistique. Et c'était des méthodes qui étaient antérieurement utilisées en théorie des champs. Et en théorie des champs, ça servait surtout à se débarrasser d'infinis qu'on trouve dans des calculs. Alors, un des exemples que les gens citent, les plus simples, où on voit ces infinis apparaître, c'est quand on se demande quelle est l'énergie d'un électron. Et l'énergie d'un électron, si on suppose que le champ électrique d'un électron est donné par la loi en 1 sur R2, E égale Q sur 4pi epsilon 0 R carré, et qu'on essaye de calculer l'énergie du champ correspondant, c'est-à-dire l'intégrale dans l'espace de E carré, eh bien, ça va donner quelque chose comme une intégrale sur R de 4pi R2 sur R4. Et donc, c'est une énergie qui diverge. Et il y a un problème, il faut se débarrasser de cet infini. Et la raison en est assez simple, c'est que quand on écrit le champ donné par cette expression, eh bien, à très courte distance, ce champ n'est plus valable et il faut faire autre chose. Et donc, on a ce problème, on va le trouver en particulier dans certains développements perturbatifs dont je parlerai la prochaine fois. Il y a des infinis dont il faut se débarrasser parfois. Mais les idées de renormalisation, en fait, sont très simples. Et dans pas mal de cas, les infinis n'apparaissent absolument pas. Et donc c'est une idée très simple. La difficulté, souvent, est dans la mise en œuvre, comme on va le voir dans certains exemples. Ici, cette année, ce que je vais essayer d'éviter, c'est les aspects trop techniques et expliquer différentes façons de mettre en œuvre ces questions de renormalisation en utilisant à la fois des méthodes numériques, combinatoires, ou de théorie des champs, ou des approximations. Et le grand succès de ces méthodes de renormalisation, à mon avis, sont de deux types. Le premier, c'est de prédire des comportements critiques aux transitions de phase, donc de comprendre ce qui se passe aux transitions de phase et de permettre de calculer le comportement aux transitions de phase. Donc ça permet de calculer les comportements critiques. Ça, c'est vraiment un des grands succès de la théorie de la renormalisation. Et le deuxième grand succès, à mon sens, c'est que c'est la seule théorie qui permet de comprendre l'universalité. Et on va voir je vais essayer d'expliquer ce que c'est que l'universalité. Et on va voir plusieurs exemples d'universalité tout au long de ce cours, en particulier aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup d'ouvrages dans ce que j'ai fait reproduire. Il y a de nombreux ouvrages sur la renormalisation, de nombreux articles de revue. Et ici, je vais simplement essayer de me limiter à des calculs assez simples. Et comme il y a beaucoup d'ouvrages, je ne vais pas rédiger de notes. Donc, de temps en temps, je distribuerai des figures comme aujourd'hui, mais la rédaction de notes, à mon avis, ne serait pas tellement utile compte tenu du nombre d'ouvrages qui sont assez détaillés sur ce sujet. Alors, quelle est l'idée principale, l'idée simple, principale de la renormalisation? C'est la chose suivante. C'est d'imaginer que vous avez un système avec beaucoup de degrés de liberté. Donc, système de taille L, avec typiquement le nombre de degrés de liberté, ça va être le nombre d'atomes ou le nombre de spins qu'il va y avoir à l'intérieur de ce système. Donc c'est un système avec beaucoup de degrés de liberté. Disons typiquement le nombre de degrés de liberté, c'est L puissance D. Et on voudrait étudier ce système à une certaine température, pour une certaine valeur du champ magnétique, pour certaines valeurs des interactions entre les atomes ou les spins à l'intérieur de ce système. Donc, je voudrais étudier ce système avec beaucoup de degrés de liberté pour une certaine valeur de la température, du champ magnétique, des interactions, par exemple du potentiel d'interaction entre spins voisins ou bien entre atomes
à une certaine distance. Et l'idée de la renormalisation, c'est de dire, est-ce que je peux remplacer ce système avec beaucoup de degrés de liberté par un système lui aussi grand, mais avec moins de degrés de liberté, donc faire un changement d'échelle avec de nouveaux paramètres. Donc ici, le nombre de degrés de liberté, il va être L sur B puissance D. Donc B, c'est un changement d'échelle. Et puis avec des nouveaux paramètres, T', H' et des nouvelles interactions. Donc ça, c'est vraiment l'idée centrale de la renormalisation. Je voudrais remplacer le grand système par un petit système et que les deux, finalement, se ressemblent. Et toute la difficulté est dans le mot, la façon dont ils se ressemblent. Alors, supposons que je sache le faire, c'est-à-dire que j'arrive à trouver les nouveaux paramètres en fonction des anciens paramètres. Je vais écrire T', H', etc., égale une fonction RB de T, de H, etc. Bon, ben, je peux imaginer d'itérer cette transformation. Et donc, je vais partir de mon grand système. Et puis, je vais passer à un système plus petit, et plus petit encore, etc. D'une certaine manière, c'est comme si on dézoome le système. Ici, on aurait tous les degrés de liberté avec les positions de tous les atomes et toutes les configurations possibles. Et puis, en itérant cette transformation de renormalisation, eh bien, on va avoir quelque chose qui va ressembler de plus en plus à ce qu'on voit à l'échelle macroscopique. Et en particulier, l'image qu'on peut en avoir, c'est que, supposons qu'on ait comme paramètre la température et qu'on itère cette transformation de renormalisation. Donc, j'imagine par exemple un fluide. Je pars avec une description complètement microscopique de tous les atomes et j'itère. À un certain moment, quand je vais le faire suffisamment de fois, je vais tomber sur un liquide si je suis à une certaine température. Et puis, imaginons que je change la température, donc une autre température, là ça serait T1, T2, j'itère, et je vais tomber sur un gaz, par exemple, ou bien un solide, ou quelque chose comme ça. Et vous imaginez que quand j'arrive près d'une transition, eh bien le système, pendant assez longtemps, va hésiter entre devenir liquide, devenir un gaz, et donc les points de transition, ça va être un peu des points instables de cette itération. On va le voir un peu plus en détail dans un petit moment. Alors, ça, c'est simplement pour dire que dans cette image de renormalisation, en fait, les phases possibles du système, ça va être des points fixes attractifs. C'est des points fixes attractifs, tandis que les transitions de phase vont être des points fixes instables. C'est-à-dire, donc, on va revoir cette image dans un moment. L'idée de cette renormalisation, qui est de partir d'un système avec beaucoup de degrés de liberté et de les réduire, en fait, on l'utilise beaucoup en physique, mais ça déborde de la physique, en particulier ces dernières années. Par exemple, un article récent qu'on m'avait passé considérait que les degrés de liberté étaient les cellules de la rétine, et par renormalisation, en fait, le cortex faisait une renormalisation entre les photons que reçoit notre rétine et la compréhension qu'on a du monde à la fin. Donc, bien évidemment, on ne prend pas en compte chaque photon individuel. Donc, il y a une espèce d'opération qui essaye de regrouper les données, un peu comme ici, pour arriver à une compréhension du monde. Alors, le point, c'est que la difficulté, c'est de trouver ou d'écrire de manière explicite cette transformation de renormalisation. Et donc, il existe des différentes façons de faire. Il y a des approximations qui ne sont pas très bien contrôlées, dont je vais parler aujourd'hui, qui sont très faciles à mettre en œuvre, qui ne sont pas très bien contrôlées. Il y en a qu'on peut améliorer de manière systématique. Ça, je vais en parler dans des cours suivants.
par exemple, le fameux développement en epsilon, hein, dont on parlera un peu la prochaine fois, ou bien les méthodes basées sur les effets de taille finie. Et puis, il y a un certain nombre de cas aussi, dont on discutera, où on peut le faire exactement, ou quasi exactement. C'est-à-dire qu'on peut vraiment prédire les comportements critiques. À partir de ces transformations de renormalisation, on arrive à les pousser jusqu'au bout. Alors ça, c'est par exemple, un exemple historique, c'est le modèle d'Ising avec des interactions en 1 sur R carré qu'on peut traiter, ou bien le modèle XY, des transitions à 2 dimensions, dont aussi sera question ici. Bon, juste un mot pour dire que souvent on parle de groupe de renormalisation pour la raison suivante. Si vous imaginez que vous partez d'un système et que vous faites un changement d'échelle B, et puis qu'après vous refaites un changement d'échelle B', donc si vous faites plusieurs changements d'échelle successifs, donc vous allez ici avoir L sur B, B', eh bien, avec une nouvelle une autre opération de renormalisation avec un changement d'échelle B', eh bien, vous attendez à ce que R B' rond RB soit égal à R B'B. Si vous aviez fait le changement d'échelle directement d'un facteur BB', vous auriez ce genre de formule. Et donc, il y a une espèce de loi de composition interne, et ça, les gens appellent ça un groupe de renormalisation, c'est les physiciens, parce qu'en fait, du point de vue mathématique, c'est plutôt ce qu'on appelle un semi-groupe. Mais à part ça, donc, souvent, on parle de groupe de renormalisation. Alors, aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est de traiter essentiellement 3 exemples assez simples, où on va voir comment on peut calculer les exposants critiques et comment on peut expliquer l'universalité. Alors les 3 exemples, ça va être d'abord un problème de percolation, qui est assez simple. Ensuite, la transition liquide-gaz, qui est liée au modèle d'Ising. Et enfin, ce que je vais commencer, et qui va surtout être discuté par Jean-Pierre Ekman pendant le séminaire de tout à l'heure, c'est un des cas où finalement ces questions de renormalisation sont les plus faciles à mettre en œuvre et pour lesquelles la précision peut être extrêmement grande. On peut avoir 30 chiffres sur des comportements critiques, et c'est le problème de la transition vers le chaos et de la renormalisation de Feigenbaum. Donc ça, j'essaierai de commencer à en parler un petit peu, mais c'est surtout Jean-Pierre qui va en parler tout à l'heure. Ça, c'est les 3 exemples dont je vais parler. Alors, le premier exemple, c'est le problème de percolation, qui est un problème de transition de phase géométrique. Alors, la percolation, vous imaginez simplement... Enfin, d'abord, il y a un modèle qui est très simple, et puis après, ce modèle peut s'appliquer à un certain nombre de situations. Alors, le modèle très simple, c'est le suivant. Vous avez un réseau régulier, qui peut être un réseau carré, cubique, triangulaire, ce que vous voulez. Et puis maintenant, sur ce réseau, certains sites sont occupés, d'autres sont vides, et les sites sont occupés avec une certaine probabilité P. C'est la probabilité qu'un site soit occupé, et 1 moins P, c'est la probabilité qu'un site soit vide. Et ces nombres d'occupation sont des nombres indépendants. Donc, la probabilité d'une configuration, une configuration possible du système, c'est juste la donnée de quels sont les sites occupés et quels sont les sites qui sont vides. C'est simplement P puissance le nombre de sites occupés fois 1 moins P puissance le nombre de sites vides. Donc, il n'y a aucune corrélation entre les occupations des sites. Et je vous fais remarquer que c'est un polynôme, en fait. Et maintenant, les questions qu'on se pose dans le cadre de la percolation, c'est des questions de connectivité. En particulier, une des questions, par exemple, qu'on peut se poser, c'est de se dire, voilà, supposons que
les points ici, ce sont des points métalliques, qu'à gauche, il y a une électrode A, qu'à droite, il y a une électrode B. Et si j'essaye de faire passer du courant, est-ce qu'il y a du courant qui va passer? C'est-à-dire, est-ce que les sites métalliques qui sont occupés par les particules eh bien, vont conduire à un chemin qui permet au courant de passer? Donc voilà une situation qui percole, parce qu'il va y avoir au moins un chemin qui passe. Donc ça, je donne une interprétation en termes de conducteur électrique de ce problème de percolation, mais il apparaît dans beaucoup d'autres situations. Par exemple, les gens se sont beaucoup intéressés au milieu poreux. Vous avez un milieu poreux et vous voulez savoir si un fluide peut circuler à l'intérieur du milieu poreux. Souvent, quand vous augmentez, alors, le liquide dans les pores les plus fins n'arrive pas à passer à cause des tensions, mais si vous augmentez la pression, en changeant la pression, ça revient à changer ce paramètre P. Si vous augmentez la pression, les pores qui étaient trop petits vont permettre au liquide de circuler, et donc à un certain moment, le liquide va pouvoir circuler dans le milieu poreux. Vous pouvez imaginer que c'est un réseau téléphonique ou autre, et vous posez des questions. Est-ce que c'est possible de relier tel site à tel autre ou telle région à telle autre par un réseau téléphonique ou un réseau routier ou des questions de ce genre? Alors, une des quantités les plus simples que l'on peut considérer, c'est la probabilité PAB de P, qui en fait dépend de la taille de mon système. Quelle est la probabilité que le courant passe? C'est-à-dire qu'il y ait un chemin, au moins un chemin, qui va relier l'électrode, le côté A au côté B. Mathématiquement, que ce soit une électrode ou autre chose, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc, cette probabilité, évidemment, ça va être un polynôme de la variable P. Pourquoi un polynôme? Parce que la probabilité de AB, c'est simplement la somme sur toutes les configurations qui relient A à B de la probabilité de ces configurations. La probabilité des configurations est polynôme, donc c'est un polynôme, et c'est un polynôme croissant, évidemment. Et si vous essayez de le calculer, eh bien vous obtenez ce que j'ai représenté là sur la page 5 des notes. Vous allez trouver que le PAB, en fonction de... C'est un petit programme qui est extrêmement facile à écrire. Bien, vous allez trouver que le PAB, il a une forme de ce genre, et que, en fonction de P, et que plus vous augmentez la taille du système, donc ça c'est pour un système, disons, de taille 10, si vous augmentez la taille du système, vous allez avoir une courbe qui est plus pentue, et si elle devient infiniment grande, eh bien, vous attendez à ce que ça donne quelque chose qui fasse ça. Donc, une transition avec un seuil de percolation P6. Alors, quelle est l'idée de la renormalisation dans cet exemple simple? C'est de se dire, eh bien, je vais avoir un système de taille L caractérisé par la probabilité P. Voilà, donc je prends juste un paramètre. Est-ce que ce système pourrait ressembler à un autre système plus petit, L sur B, avec un paramètre P'? Et quand je veux dire qu'ils se ressemblent, je vais simplement demander que PAB de P, pour un système de taille L, soit égal à PAB L' pour un système de taille P'. Alors, est-ce que je peux trouver P' comme fonction de P de façon à ce que ces deux probabilités soient égales, c'est-à-dire que, vu à grande échelle, les deux systèmes se ressemblent? Alors, pour le faire, on peut
dire un certain nombre de choses. Trouver P' en fonction de P, ce n'est pas forcément très très facile, mais en fait, il y a des propriétés de ce P' en fonction de P qu'on peut trouver facilement. Vous voyez que PAB, là, c'est une fonction monotone de P. P' est aussi une fonction monotone. Donc, en fait, il va y avoir une fonction P' en fonction de P qui va sortir. Et maintenant, je vais essayer de voir à quoi elle peut ressembler. Alors, si P est très petit, supposons que P est très petit, essentiellement, ça veut dire qu'il y a très peu de sites occupés. Donc, la probabilité qu'un chemin puisse aller de la gauche vers la droite va être très petite. Et on peut spécifier, on peut dire quelles sont les configurations qui vont dominer. Et donc, si P est très petit, PAB, la probabilité de relier un bord à l'autre, va être essentiellement due aux chemins les plus courts qui vont de A à B. Et donc, à l'ordre le plus bas quand P est petit, PAB L de P, la probabilité que la gauche soit reliée à la droite, c'est simplement L, P puissance L, et puis il y a des termes d'ordre suivant en L. Mais c'est vraiment les chemins qui vont tout droit, parce que quand P est petit, il faut que j'occupe le minimum de sites. Hein, donc les configurations de ce type, elles sont de la forme 1 moins P puissance L2 moins L, mais bon, quand P est petit, cette partie-là, je peux l'oublier. Donc, si je dis que quand P est petit, cette probabilité est donnée par cette forme, la probabilité pour un système de taille L sur B va être L sur B, P puissance L sur B. Et donc, si j'essaye de prendre ces formules, mettons avec P' ici, si je prends ces formules et que je les remplace là, ça me dit que pour P petit, P', c'est égal à B fois B, P puissance B. Je regarde dans mes notes pour être sûr que... Donc, pour P petit, je sais écrire cette formule de renormalisation sans me fatiguer. Pour P proche de 1, c'est pratiquement pareil. P proche de 1, pratiquement toutes les configurations vont conduire, sauf, il y en a certaines, rares, qui vont empêcher le courant de passer. Et quelles sont les configurations qui empêchent le courant de passer? Celles qui ont le plus de poids quand P est proche de 1, c'est quand il y a un mur, enfin il y a une ligne vide de site qui va empêcher de passer. Donc le même raisonnement va me dire que PAB pour P proche de 1 est de la forme 1 moins L, 1 moins P puissance L. Et donc si vous refaites la même chose avec P' et que vous écrivez cette formule, vous allez trouver que 1 moins P' est égal à B fois 1 moins P, le tout à la puissance B. Donc voilà à quoi ressemble P' pour P proche de 1, et voilà à quoi ressemble P' pour P proche de 0. La seule chose, c'est juste de dire quelles sont les configurations qui dominent dans ces deux limites. Bon, alors, donc, voilà, je sais à quoi ressemble P' en fonction de P. Je vais essayer de dessiner ce que je sais. Et donc, prenons l'exemple, enfin vous pouvez prendre la valeur de B qui vous fait plaisir, mais prenons par exemple B égale 2. Vous allez trouver que P' en fonction de P a cette forme. Pour P petit, ça commence comme une parabole. Et pour P proche de 1, ça se termine aussi comme une parabole. Donc voilà la formule de renormalisation que ce que je sais faire. Et bien sûr, si je voulais me fatiguer, je pourrais faire mieux, c'est-à-dire prendre en compte plus de configurations où le chemin qui va percoler, qui va permettre de passer,
peut avoir une forme un peu plus compliquée, donc je pourrais faire des développements de plus en plus sophistiqués si j'avais envie, mais je n'ai pas envie de le faire pour éviter les complications. Donc voilà la forme de cette renormalisation. Et maintenant, on a vu que P' en fonction de P est une fonction monotone, donc la seule chose qu'elle peut faire, c'est quelque chose comme ça. Et donc P' comme fonction de P va typiquement avoir une forme de ce genre. Et la forme de ce genre, donc, encore une fois, c'est le problème de percolation, a une valeur de P, et je voudrais avoir un système plus petit avec une valeur différente P'. Quand on regarde cette formule, cette forme, bien, on voit qu'il va y avoir 3 points fixes, P égale 0, P égale 1. Les points fixes, c'est juste... je coupe la courbe avec la première bisectrice, et puis un point que je vais appeler PC. Et maintenant, si je me prends mon grand système avec une certaine valeur de P qui est au-dessus de PC, donc je pars avec une valeur qui est ici, eh bien, quand je vais itérer ma renormalisation, au bout d'un certain nombre d'itérations, je vais me retrouver à P égale 1. Donc, tous les points qui sont au-dessus de PC, P plus grand que PC, se renormalisent vers P égale 1. P égale 1, ça veut dire tout le monde est occupé. Donc, si je suis à une certaine valeur de P au-dessus de PC, en fait, bon, il y a beaucoup de trous partout, mais quand je dézoome, quand je regarde de plus en plus loin, en fait, je vais avoir l'impression que finalement tout est occupé. Les petits lacs, les petits trous qu'il y a ici et là, ben, je ne vais plus les voir. C'est un peu comme si on regarde d'avion. Ben, si on monte suffisamment haut, les petites mares, tout ça, on ne les voit plus. Et donc, c'est exactement ce phénomène. De la même façon, si je suis au-dessous de PC, eh bien, quand je vais itérer, je vais me retrouver à P égale 0. Donc, il y aura un certain nombre de sites occupés, mais c'est un peu comme la mer avec quelques îlots. Et si je regarde ça de plus en plus haut, je ne vois plus que l'étendue de la mer et plus rien d'autre. Et ce qu'on apprend donc ici, c'est que les points fixes attractifs, ça va correspondre aux phases. C'est les phases. Et les points fixes, je veux dire hyperboliques, ce point-là, le point qui est APC, eh bien, si je m'écarte un tout petit peu, je vais aller soit à droite, soit à gauche. Donc ça, c'est un point fixe répulsif à une dimension ou plus généralement hyperbolique. Eh bien, ça correspond aux transitions. Donc, si j'arrive à écrire une transformation de renormalisation, simplement en regardant les points fixes de ces opérations de renormalisation, je vais pouvoir dire est-ce que le système est dans une phase, est-ce qu'il a une transition. Ça va me donner donc le diagramme de phase. Et une autre chose que l'on voit dans ce diagramme, supposons qu'on soit pile à PC. Bon, ben, quand je vais renormaliser, regarder mon système à une autre échelle, eh ben, il va ressembler parfaitement à la tête qu'il avait précédemment. Donc on va avoir un système invariant d'échelle. Donc ça veut dire que si je zoome, c'est comme un fractal. Si je zoome, si je le regarde de plus en plus près, eh bien, ou de plus en plus loin, il va toujours ressembler à lui-même. Il va y avoir tout le temps des grandes régions occupées, des grandes régions vides. Donc ça, c'est le point de transition. Alors, un autre aspect majeur de ces opérations de renormalisation, c'est donc de donner le diagramme de phase, mais c'est de permettre de calculer les comportements critiques. Alors, je vais le faire dans le cadre de cet exemple. Peut-être que j'aurais pas dû effacer ça. Quand on dit que
le système de taille L avec un paramètre. Donc ici, je n'ai pour l'instant qu'un seul paramètre. On va en avoir plusieurs assez rapidement tout à l'heure. Donc j'ai un certain problème de percolation avec un paramètre P et il ressemble beaucoup à un système plus petit avec L sur B, de taille L sur B, avec moins de degrés de liberté. Il ne peut pas ressembler exactement. Il ressemble parce que je le regarde d'assez loin. Disons, dans un cas, il n'y a pas le même nombre de sites, etc. Donc, mais il se ressemble. Alors, une autre quantité qui est importante dans le problème de percolation, c'est de prendre deux points à une certaine distance, R, R', et de se dire quelle est la probabilité que ces deux points soient reliés. Donc, c'est comme tout à l'heure, je regarde toutes les configurations possibles du système. Il y a certaines configurations qui vont relier, où il va y avoir des sites occupés qui vont relier R à R'. Il y en a d'autres qui ne vont pas les relier. Et la probabilité pour un système de taille L que les points R, R' soient reliés, typiquement, c'est quelque chose qui, quand la distance devient très grande, va prendre une valeur, disons, P infini. S'ils sont infiniment loin, parfois ils ne vont pas être reliés, si P est plus petit que PC, parfois ils ont une chance d'être reliés, une probabilité non nulle d'être reliés, plus quelque chose qui décroît avec une longueur caractéristique. Il y a une longueur caractéristique qu'on appelle la longueur de corrélation. Et cette longueur de corrélation, quand on s'approche du système critique, du point de transition, elle diverge avec un exposant qu'on appelle nu. Donc ça, c'est un exemple d'exposant critique. Et ces exposants critiques, ils prennent des valeurs souvent compliquées. Donc c'est un comportement non analytique qu'on observe si on fait des simulations, si on fait des mesures expérimentales, on observe des comportements critiques. Et ça c'est un exposant. Comment cet exposant peut se comprendre à partir de l'opération de renormalisation qui est là, c'est-à-dire P' égale RB de P. C'est que le système de taille P' ressemble au système de taille P en ayant renormalisé le paramètre. Bon, bien, on se dit que si les deux systèmes se ressemblent, ça veut dire que si je prends deux points à une certaine distance, eh bien, leur distance relative, ici, va être réduite par un facteur B. Tout va se ressembler, donc elle va être réduite par un facteur B. Par conséquent, j'ai envie d'écrire que la longueur de corrélation, quand j'ai une valeur P du paramètre, va être B fois la longueur de corrélation quand j'ai le paramètre P'. Et donc, je vais essayer de mettre les deux ensemble. Je me dis, bon, puisque les deux systèmes se ressemblent, j'ai fait un changement d'échelle sur les longueurs. Donc, les longueurs ont été simplement... il y a une espèce d'homothétie, de changement d'échelle. Donc, la longueur de corrélation qui apparaît ici, qui dit sur quelle distance les sites sont corrélés. Donc, ça ce n'est pas une égalité. C'est juste un comportement pour les grandes distances. Eh bien, j'ai cette formule. Et maintenant, je vais considérer que je vais mettre ensemble ce comportement critique et puis cette relation sur les longueurs de corrélation du système de départ et du système renormalisé. Alors, si je fais ça, eh bien, ce que je fais là, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que c'est au cœur de tous les calculs d'exposants critiques dans le groupe de renormalisation. Eh bien, je vais écrire que voilà, j'ai une longueur de corrélation A P moins PC, puissance moins nu, égale B fois A P' moins PC, puissance moins nu. Bon, donc déjà, le A, par cette formule, il y a peu de chances que j'arrive à l'attraper. Mais ce que je vois, c'est que comme je suis tout près du point fixe, tout ça c'est un comportement près
de la transition, eh bien, comme je suis près de la transition, P' moins PC, je vais pouvoir simplement linéariser, c'est-à-dire je vais dire que P' moins PC, c'est drB, disons, sur dP, APC, fois P moins PC. Donc je dis, puisque je suis tout près de la transition, bien, la formule de renormalisation qui est là, il suffit que je la remplace par la tangente. Donc je remplace la formule par la pente qui est ici. Et si je remplace P' moins PC par cette expression dans la formule sur la longueur de corrélation, donc je le remplace, alors il va y avoir P moins PC ici. À droite, il va aussi y avoir P moins PC puissance moins nu. Et ce que ça me donne, c'est une formule qui est très importante, en fait, bon, dans cet exemple, mais qui réapparaît dans tous les calculs de renormalisation. Je vais trouver que B fois dr sur dp au point PC, puissance moins nu, est égal à 1. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je trouve un exposant critique, un comportement singulier, simplement en connaissant la pente, en ayant linéarisé la transformation de renormalisation près du point fixe. Et ça, c'est ce qui apparaît dans tous les calculs de renormalisation. Trouver les exposants critiques, c'est toujours chercher les points fixes de la renormalisation et essayer de linéariser autour. Alors, c'est un outil extrêmement puissant parce que trouver des exposants critiques, il y a des exposants qui sont des nombres rationnels, parfois c'est des nombres algébriques ou beaucoup plus compliqués. Enfin, il va y avoir toutes sortes d'exemples qu'on va regarder, sur lesquels on va tomber. Trouver un comportement singulier à partir d'un calcul, c'est jamais facile. Trouver la pente d'une fonction, d'avoir une fonction, se dire j'ai une fonction douce, essayer de trouver son point fixe et sa pente. On peut avoir une fonction tout à fait bien analytique ici. On calcule sa pente et hop, on sort un comportement critique singulier par ce genre de formule. Donc ça, c'est un des grands succès de la renormalisation. Et ça apparaît dans toutes sortes de cadres. Bon, ici, j'ai essayé de l'illustrer avec cet exemple simple qui est la percolation. Alors juste pour conclure cette histoire avec la percolation, cet exemple, bon, ce que j'ai fait ici, c'est j'ai dit quelle est la forme de la transformation de renormalisation près de P égale 0, près de P égale 1, mais ailleurs, bon, il faudrait travailler, il faudrait se fatiguer. Alors si on ne veut pas trop se fatiguer, eh bien, on va faire l'exemple le plus simple, c'est-à-dire on va dire, on va prendre L égale 2 et B égale 2. Donc ça veut dire que le système que je regarde, il a juste 4 sites, et là, il n'en a plus qu'un. Alors, quelle est la probabilité que l'électrode de gauche soit reliée à l'électrode de droite s'il y a 4 sites? Bon, c'est assez facile à calculer. Ça vaut le PAB, il va valoir 2P2 moins P4. Bon, comme on le voit, c'est de la manière suivante. Vous avez vos deux sites. Alors, il y a les configurations où il y a 2 sites horizontaux qui sont occupés. Donc, il y en a 2 comme ça. Ça fait 2P2 A moins P carré. Il y a les configurations avec 3 sites occupés A moins P, 4 sites occupés. Et si vous ajoutez les probabilités de toutes ces configurations qui sont les seules qui connectent les deux côtés, vous trouvez PAB égale 2P2 moins P4. Et bien sûr, s'il y a un seul site, PAB, c'est P. Quand il y a un seul site. Et donc, vous pouvez dire, bon, voilà, j'ai ma formule de renormalisation qui est P' égale 2P2 moins P4. Donc, vous voyez que c'est une transformation assez simple. Et maintenant, je peux essayer de calculer
les points fixes. Alors, il y a des points fixes qui correspondent à P égale 0, P égale 1, qui correspondent aux phases. Et puis, il y a un autre point fixe, P critique, qui peut se calculer. C'est une équation du second degré, peu importe, qui vaut à peu près 0,618. Et vous pouvez calculer par la formule que j'ai écrite là, nu égale l'exposant égale 1,635. Donc, vous voyez que vous pouvez déduire des valeurs des exposants et du point de transition de manière très simple par ce genre de calcul, mais malheureusement, ce que vous faites là, c'est un peu trop, c'est un peu trop peu sophistiqué, si vous voulez, parce qu'on a fait comme si la formule P' en fonction de dP ne dépendait pas de L. En fait, ce qu'on voudrait, c'est faire ces changements d'échelle un grand nombre de fois, c'est-à-dire avoir une transformation ici qui soit valable quand L est très très grand. Et même si la forme de ces transformations va toujours se ressembler, eh bien, quand vous changez L, P' en fonction de P n'est pas exactement le même que ce que vous obtenez en prenant une cellule de taille 2 et une cellule de taille 1, mais ça dépend un peu de L. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est plutôt la limite pour L grand de ces formules de renormalisation. Si vous faites cet effort, vous allez avoir des valeurs de PC qui sont meilleures que celles-là, et en particulier, vous allez trouver que le PC vaut quelque chose qui est 0,5931, et nu, vous allez trouver une valeur qui est proche de 4 tiers, c'est-à-dire 1,33. Donc là, c'est typiquement ce que j'ai fait là, c'est un exemple de renormalisation. J'ai fait une approximation qui est peu contrôlée, qui est mal contrôlée, qui est juste de dire ah, je fais cette renormalisation pour un système de taille 2 vers un système de taille 1. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer si la taille augmente. Je fais ça, je trouve certaines valeurs des exposants et du point critique. Vous voyez que le point critique, bon, ce n'est pas complètement ridicule de trouver la valeur de transition. L'exposant, c'est moins bon, mais en fait, l'exposant, si vous comparez aux valeurs classiques qu'on attendrait pour ces exposants qui proviennent de la théorie de champ moyen, le champ moyen prédirait nu égale 1,5. Donc c'est quand même nettement plus près. Et évidemment, si vous vous fatiguez, vous essayez de faire ça mieux, c'est-à-dire prendre des cellules de taille 3, 4, 10, 20, etc. Les calculs vont être plus compliqués. Vous pouvez utiliser des ordinateurs pour faire vos comptages, etc. Et vous allez avoir des valeurs de meilleur en meilleur. Et on verra ça dans 2 séances. Alors, donc, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est d'essayer d'illustrer l'idée qu'on pouvait déduire des exposants à partir des formules de renormalisation. Et c'est toujours en cherchant des points fixes et en essayant de linéariser autour d'un point fixe. Alors maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est d'aborder l'autre aspect qui est l'universalité. Pourquoi on s'attend à ce que les propriétés soient universelles? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, comment ça se voit à travers la renormalisation? Et pour ça, je vais essayer de discuter le problème, finalement, historiquement, peut-être sans doute le plus étudié sur ces questions d'universalité, qui est la transition liquide-gaz. Donc c'est la transition liquide-gaz ou bien la transition ferromagnétique. Et en fait, les deux transitions de phase sont exactement les mêmes, comme on va le voir. Alors, la transition liquide-gaz, eh bien, si vous prenez un fluide et vous le mettez dans une cellule comme ça, eh bien,
vous avez par exemple un gaz, si la cellule est assez grande, et puis si vous comprimez cette cellule, vous la rendez plus petite, à un certain moment, vous allez trouver une partie qui va être liquide et une partie qui va être gazeuse. Et puis si vous comprimez encore davantage, vous allez avoir que du liquide. Donc, qu'est-ce que vous avez fait en comprimant? Vous avez changé la densité totale du système. Et donc, si vous essayez de représenter en fonction de la température et de la densité ce que vous voyez, eh bien, il va y avoir une densité du gaz, ici. Quand vous augmentez la densité, vous allez avoir une certaine... Enfin, disons... Non, je m'excuse. Ce que vous allez observer, c'est la chose suivante, c'est ce qu'on appelle une courbe de coexistence qui a cette forme-là. Donc, quand vous vous déplacez en changeant la densité du système, vous allez avoir un gaz ici, un liquide là, et si vous laissez le système s'équilibrer à une densité qui est intermédiaire, eh bien vous allez vous retrouver avec une interface et une coexistence entre les deux faces. Donc il y a une courbe de coexistence. Si la température est suffisamment haute, eh bien vous allez pouvoir aller directement du gaz au liquide sans voir de transition. Vous n'allez jamais avoir d'interface. Si la température est plus basse, eh bien vous allez passer par les trois stades que j'ai essayé de schématiser ici. Et puis, il y a un point particulier, qui est là-haut, qui est, si vous êtes à la température critique et à une certaine densité, eh bien, à cet endroit-là, le système hésite, et c'est un point où on observe l'opalescence critique. Il y a des grandes fluctuations. En fait, quand vous passez au-dessus, eh bien, vous ne voyez pas cette région, vous passez directement du gaz au liquide. Quand vous passez en dessous, vous voyez une interface se produire quand vous allez du gaz vers le liquide. Quand vous êtes à TC, en fait, il y a des grandes fluctuations dans le système qui fait que tout est brouillé. Vous voyez, le système devient opaque. C'est l'opalescence critique dont je parle. Voilà la forme d'une courbe de coexistence. Alors, c'est un phénomène qui se produit pour des fluides, mais il y a des courbes du même genre pour les systèmes ferromagnétiques. Vous prenez un système simplement comme le fer, et si vous êtes à une certaine température qui s'appelle la température de Curie, au-dessus de cette température, eh bien, l'aimantation est nulle s'il n'y a pas de champ magnétique. Et puis, quand vous passez cette température, en dessous, vous allez avoir une aimantation spontanée et le système va avoir une aimantation indépendamment du champ magnétique. Il y a une transition de phase qui est la transition de Curie pour les problèmes de magnétisme. Alors, ces transitions sont connues depuis la fin du XIXe siècle. La théorie de Van der Waals, la théorie de Curie-Weiss, etc., permettent de décrire ces transitions. Mais toutes ces théories, aussi sophistiquées, aussi élaborées qu'elles ont pu être jusque dans les années 40, elles prédisent que la forme de ce maximum, ou que de la forme de cette aimantation, en fait, c'est une parabole. Donc ça veut dire que l'aimantation ici se comporte comme Tc moins T à une puissance bêta, et les théories classiques, qu'on appelle les théories de champ moyen, bon, je ne vais pas essayer de les rappeler, mais elles sont assez faciles à décrire, elles disent que bêta égale 1,5. Elles disent de la même façon que ici la forme de cette courbe de coexistence, ρ, donc ρ moins ρc est égal à T moins Tc, ou Tc moins T, puissance bêta, avec bêta égale 1. Donc voilà ce que l'état de l'art, si vous voulez, jusque dans les années 40. Et à ce moment-là, il y a eu plusieurs travaux, à la fois théoriques et expérimentaux. Donc, en fait, dans les notes qui ont été reproduites, en fait, il y a une courbe qui est page 6, qui est cette courbe de coexistence avec
des données qui proviennent de différents fluides. Alors bon, il y a le néon, l'argon, etc. Enfin bon, je ne sais pas, un certain nombre de fluides où ils ont reproduit, donc ils ont montré T sur TC et ρ sur ρC. En fait, bon, ils ont fait un petit changement d'échelle, mais il y a toutes ces courbes, et en fait, elles ne correspondent pas à ce que prédit la théorie de champ moyen. Elles correspondent à un exposant qui vaut à peu près un tiers. De la même façon, bon, ça je ne l'ai pas reproduit, mais la forme de l'aimantation pour des systèmes comme le fer conduit à des valeurs qui sont proches de 1 tiers. Alors vous allez me dire, bon, pourquoi s'en préoccuper? L'universalité, en fait, c'est le fait que tous ces systèmes qui sont différents vont tous avoir exactement le même comportement avec le même exposant. Et cette valeur, calculer ou prédire la valeur de cet exposant, c'est un des challenges, un des défis théoriques qui existent à l'heure actuelle en particulier. Donc il y a eu énormément de travaux. Par exemple, il y a quelques années, bon, il y a une revue qui date d'une dizaine d'années, il cite des centaines d'articles qui ont essayé de déterminer, de calculer ou de mesurer ces exposants. Et la valeur à laquelle enfin, ces auteurs... Attendez, je vais essayer de retrouver le nom de ces auteurs. Je vais le retrouver. Malheureusement, c'est ces deux auteurs italiens, mais ils trouvent une valeur c'est dommage, qui vaut à peu près 0,32 et quelque chose, et ils arrivent sur la 4e décimale, et manifestement, ça exclut que ça soit un tiers, et donc il y a une prédiction sur cet exposant. Et comme cet exposant apparaît dans plusieurs contextes, il y a cette idée de savoir si on peut le déterminer, avec l'idée que pour tous les systèmes expérimentaux, on va retrouver ce même exposant bêta. Alors, le point, c'est comment on peut expliquer cette universalité, l'universalité étant le fait que des systèmes a priori différents vont être exactement décrits par le même type de singularité. Comment est-ce possible? Et ça, c'est quelque chose qui est expliqué par le groupe de renormalisation, et je vais essayer de vous montrer comment, à partir d'une idée au départ qui est due à Kadanoff et qui a été mise en œuvre par Wilson en particulier. Donc il y a pas mal de références que j'ai essayé de citer. Et donc, le point, c'est de regarder les modèles les plus simples que l'on peut considérer déjà, et de voir qu'est-ce qui se passe pour ces modèles les plus simples. Donc, le modèle le plus simple qu'on peut utiliser pour cette transition liquide-gaz ou pour cette transition du ferromagnétisme, c'est ce qu'on appelle le modèle d'Ising. Le modèle d'Ising consiste à prendre un réseau régulier. Donc, imaginez que le gaz, au lieu d'être des particules qui sont dans un espace continu, le gaz, c'est un gaz sur réseau, et les seules configurations possibles, ce sont les configurations où certains sites sont occupés et certains sites sont vides. Donc, c'est les mêmes configurations que la percolation, mais maintenant, l'énergie d'une configuration est donnée par moins J, sigma I, sigma J, où sigma est une variable qui vaut... Pardon, moins J somme sur les voisins, I voisin de J, de sigma I, sigma J, et les variables sigma I valent 1 ou 0 si c'est occupé par une particule ou vide. Donc, c'est ce qu'on appelle un gaz sur réseau. C'est le problème, finalement, le plus simple qui permet d'observer la transition liquide-gaz. Deux atomes ne peuvent pas être sur le même site du réseau, donc en fait, il y a une espèce de répulsion à très courte distance entre les atomes, puisqu'ils ne peuvent pas se mettre sur le même site du réseau, mais malgré tout, ils s'attirent. S'ils sont sur des sites voisins, leur énergie est plus basse, donc essentiellement, ils ont envie de se regrouper pour minimiser leur énergie. Et comme toujours, il y a une transition de phase qui va provenir du fait qu'il y a beaucoup plus de configurations où les atomes
sont dispersés, et donc il y a la compétition entre l'entropie et l'énergie qui fait qu'il va y avoir une transition de phase. Donc ça, c'est le modèle d'Ising. Et ce modèle d'Ising, il est utilisé pour cette transition liquide-gaz, mais si vous simplement remplacez, au lieu de dire que occupé, c'est sigma égale 1 et sigma i égale 0 quand c'est vide, si vous dites que sigma i égale plus 1 ou sigma i égale moins 1, quand c'est occupé et quand c'est vide, eh bien à ce moment-là, c'est un problème de magnétisme. Vous allez dire l'aimantation élémentaire de cet atome ou de cette petite région, quand elle pointe vers la direction plus, c'est un spin plus, et sinon c'est moins, et donc vous allez avoir un problème de magnétisme. Donc déjà, avant même de parler ni de renormalisation ou quoi que ce soit, eh bien, vous voyez qu'un problème de magnétisme, un problème de fluide, c'est exactement la même chose. Ça va être les mêmes calculs, parce que faire un changement de variable 1, 0 ou 1, moins 1, ça revient au même problème. Donc déjà, avec un modèle de ce genre, vous pouvez décrire plusieurs systèmes physiques. Une autre chose, c'est que ici, on a mis des interactions entre proches voisins, mais supposez que vous voulez vraiment coller à une réalité, c'est-à-dire avoir des interactions réalistes entre les atomes de votre système, eh bien, vous pourriez considérer que vous avez une énergie qui va être de la forme moins somme sur IJ, un certain couplage qui dépend de la distance entre I et J, sigma I, sigma J. Et donc, si vous prenez des interactions suffisamment compliquées, eh bien vous allez d'une certaine manière avoir la même chose que si vous aviez discrétisé l'espace. Et donc, vous allez pouvoir essentiellement décrire n'importe quel système avec des interactions, disons, à 2 corps. Vous pouvez mettre des interactions à plus de corps si vous voulez. Bon. Donc ça, c'est le type de modèle que l'on regarde. Et maintenant, il y a cette grande idée de Kadanoff qui date de la fin des années 60, qui est d'essayer de renormaliser ce système, d'essayer de trouver une formule de renormalisation pour ces systèmes. Alors, comment il s'y prend? Donc, il donne une façon de faire, mais bon, cette façon de faire, elle va se heurter à des difficultés, qui est d'écrire explicitement les formules de renormalisation. Mais ce que propose Kadanoff, c'est de faire des blocs et ces blocs de Kadanoff, ils sont censés faire le programme que j'avais au début, c'est-à-dire de prendre un grand système et de le remplacer par un système plus petit. Alors, comment ça fonctionne? J'ai mon réseau. Et l'idée des blocs de Kadanoff, c'est de dire mes variables élémentaires, je vais prendre le cas du modèle d'Ising avec des spins qui valent sigma i qui valent plus 1 ou moins 1, et il dit, voilà, on va faire un bloc, on va couper le système en blocs comme ça, ces régions rouges, et maintenant, à chaque bloc, on va associer une variable qui est majorité. Donc, sur le bloc numéro grand I, il y aura une variable grand SI qui est juste le signe de la somme des sigma i, des i qui appartiennent à grand I. Donc, c'est juste, on prend pour chaque configuration, on regarde tous les spins qui sont dans chaque bloc, et pour chaque bloc, on décide le spin renormalisé, le grand spin S. J'associe un spin grand S à chaque bloc. Le grand spin S, il va valoir plus 1 ou moins 1 selon le signe de tous les spins qui sont à l'intérieur. Ça, c'est l'idée des blocs de Kadanoff. Et donc, ça va renormaliser la mesure des spins. Donc, si j'ai une énergie de ce type, la probabilité de chaque configuration est donnée par un facteur de normalisation près, le poids de Boltzmann, que j'écris comme ça, K somme sur I, ou que K, je vais appeler un certain Hamiltonien qui dépend des sigma I. Donc cet Hamiltonien, il va être simplement moins J sur moins bêta J, ou moins J sur KT, la constante de Boltzmann,
somme sur I voisin de J de sigma I, sigma J. Et maintenant, l'idée de Kadanoff, c'est de dire maintenant quelle est la probabilité de... il y a une constante de normalisation ici, 1 sur Z. Quelle est la probabilité des spins grand SI? Je vais juste sommer les poids de toutes les configurations sigma qui sont compatibles avec les spins qui sont là. Donc ça va être de la forme exponentielle moins un hamiltonien renormalisé qui dépend des SI et qui est donné par, il y a toujours une constante ici si vous voulez, un Z R, et c'est une constante de renormalisation, de normalisation qui ne dépend pas des SI, et ça c'est juste la somme sur tous les spins sigma I compatibles avec les spins de bloc. Donc, je me suis donné une configuration des spins de bloc. Il y a beaucoup de configurations microscopiques qui sont compatibles des poids de exponentielle moins h des spins sigma I. Donc, en fait, ce que fait cette renormalisation de Kadanoff, c'est de prendre toutes les configurations possibles. Pour chaque configuration, on associe des spins de bloc, donc on a beaucoup moins de variables. Et puis, on somme les poids de toutes les configurations qui sont compatibles avec chacune des données des spins de bloc. Donc ça, c'est l'idée de Kadanoff. Alors, elle est magnifique, mais en pratique, elle est compliquée. Et la complication vient du fait que, au départ, j'avais des interactions entre proches voisins, et quand je vais faire cette opération, je vais me retrouver avec des interactions très compliquées entre les nouveaux spins. Et donc, j'ai transformé un hamiltonien ou une énergie en une autre énergie qui est beaucoup plus compliquée. Et tout l'art de la renormalisation, c'est de se mettre dans des situations où on va pouvoir soit simplifier cette formule, soit ne garder que les interactions qui sont importantes dans ces formules. Donc, on va avoir un certain nombre d'exemples assez simples où ça peut se faire. Dans certains cas, on arrive à faire le travail complètement, c'est-à-dire que cette somme conduit à un hamiltonien qui est suffisamment simple pour qu'on puisse continuer. Et puis, il y a des cas où c'est très compliqué. Alors, donc, l'idée de Kadanoff, c'est de remplacer cette énergie, ces interactions de départ, par de nouvelles interactions. Alors maintenant, d'où vient l'universalité ? Donc, je ne vais pas le faire explicitement. Dans mes notes, en fait, j'avais un exemple qu'on pouvait traiter, mais je n'ai pas envie d'y passer trop de temps. Mais je vais vous dire comment apparaît l'universalité dans cette affaire. Et la façon dont apparaît l'universalité est la suivante. Je vais supposer que, en gros, ça marche. C'est-à-dire que j'ai une énergie de départ et que l'énergie renormalisée, le HR, elle ressemble à l'énergie de départ. Donc je vais supposer, et bon, quand ça ressemble, on peut... je vais en dire un mot dans une minute. Donc imaginez que j'ai un système avec deux types d'interactions. J, somme J1, somme sur I voisin de J de S, sigma I, sigma J. Et puis, je rajoute une deuxième interaction, J2. Je vais mettre des interactions, par exemple, entre seconds voisins. Sigma I voisin d'un voisin de J. C'est-à-dire que sur le réseau, il n'y a pas des interactions uniquement entre spins voisins, mais il y a des interactions aussi dans la diagonale. Et éventuellement, je pourrais rajouter d'autres termes, J3, J4, entre voisins plus éloignés, rajouter des interactions qui ne sont pas de paires, mais mettre des termes sigma I, sigma J, sigma K, sigma L, etc. Je pourrais mettre un certain nombre d'interactions, mais pour simplifier la discussion, j'en mets que deux. Mais le raisonnement est tout à fait général. Donc supposons que j'ai mis deux interactions. Bon, bien, la probabilité d'une configuration microscopique va être de la forme E puissance moins K1, somme sur I voisin de J de sigma I, sigma J, moins K2,
somme prime, hein, I voisin de J de sigma I, sigma J. Voilà. Et maintenant, j'imagine que je fais mon travail de bloc, comme ça, c'est-à-dire que je pars avec cette énergie de départ, je construis mes blocs de Kadanoff. Pour chaque configuration, j'associe la majorité. C'est pour ça que j'ai pris 3 par 3. Si j'avais 2 par 2, ce serait un peu plus ambigu. Et que j'ai de la chance, et que l'hamiltonien, donc ça c'est puissance moins h des sigma I, et supposons que l'hamiltonien renormalisé, ben, j'ai de la chance, il est de la forme moins K'1 SI SJ moins K'2, donc il a la même forme. Donc avec les mêmes interactions. Alors, manifestement, si je prenais l'hamiltonien le plus général avec toutes les interactions possibles, eh bien, au coup d'après, j'aurai aussi toutes les interactions possibles. Donc si je me place dans un espace d'interaction qui est suffisamment grand, ce que je dis est vrai. Mais bon, ce n'est pas facile à dessiner au tableau, donc on va supposer qu'il n'y en a que 2. Mais l'idée va rester la même. Alors, maintenant, comment s'observe l'universalité dans cette histoire ? J'ai mon problème de départ caractérisé par 2 interactions, K1, K2, et puis si je fais un changement d'échelle, j'arrive à K'1, K'2. Alors je vais dessiner ce qui se passe quand j'itère cette transformation. Je dessine K1, K2, et donc je vais passer à K'1, K'2, et par exemple, je peux dire, voilà, ce qui m'intéresserait, ce serait de regarder le problème où au départ J2 est nul. Je prends un cas particulier où il n'y a pas l'interaction entre second voisin, mais manifestement, par renormalisation, je vais obtenir K1, K2, je vais obtenir un hamiltonien plus général avec plus de paramètres. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Un peu comme tout à l'heure, quand je vais itérer, il va se passer que de temps en temps, je vais trouver des points fixes attractifs. Si je pars de cette valeur de K1, K2, au départ, je n'ai pas mis le couplage 2, je vais itérer, je vais trouver une trajectoire, et puis ma trajectoire, elle va arriver ici, ça va être la phase numéro 1. Les points attractifs, c'est des phases. Et puis, je pars d'une autre valeur. Donc, par exemple, j'ai les K, vous voyez que les K, c'était J1 sur KT, la température. Eh bien, si je me place à une autre température, plus haute ou plus basse, de temps en temps, je vais trouver que mon système est ferromagnétique, de temps en temps, il est paramagnétique. Je vais trouver un autre point fixe. Donc, les points fixes attractifs, ça va être les phases. Donc, si je pars d'un point qui est proche d'ici, va aller vers la même phase, ils vont se ressembler. Et je me promène le long de cette ligne, et ce qu'il y a, c'est que tant que le couplage est faible, je vais aller vers une phase qu'on appelle paramagnétique, c'est-à-dire qui n'est pas paramagnétique, qui n'est pas aimantée. Puis je me déplace, et puis à un certain moment, le système va être aimanté. Ça, c'est la phase ferromagnétique où le système est aimanté. Il va y avoir un point qui va être le point de transition, où le système va se mettre à hésiter, à aller à gauche ou à droite. Ça va être la transition de phase. Alors maintenant, si ma trajectoire m'amenait vers le point de gauche quand K était petit et vers le point de droite quand K est plus grand, qu'est-ce qui va se passer ? Ma trajectoire, elle va partir, puis elle va arriver à un point ici, et elle ne va jamais pouvoir aller ni à gauche ni à droite. Donc en fait, elle va aller vers un point qui est attractif comme ça, et qui va correspondre à la transition de phase. Et si je m'écarte un petit peu de ce point de transition, je vais aller vers ce point fixe. Donc ma trajectoire va avoir une forme de ce genre, comme ça. Donc si je pars de ce point-là, ma trajectoire va faire ça. Si je pars de la droite, ma trajectoire va faire ça. Et donc en fait, il va y avoir un point fixe qui est ce point fixe rouge qui va être instable. Et dans l'espace K1, K2, je vais avoir un diagramme comme ça. Donc les phases vont correspondre aux points attractifs et les points hyperboliques qui sont attractifs dans toutes les directions sauf une seule, ça va être les points
correspondant aux transitions de phase. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec l'universalité? Eh bien, l'universalité, là, je me suis dit, je m'intéresse à un problème, quand je me promène le long de cette ligne, où K1 est différent de 0 et K2 égale 0. Donc, je me suis déplacé, j'ai regardé un type de système pour un certain Hamiltonien où il y a juste des interactions entre premiers voisins. Et puis, quelqu'un d'autre peut être intéressé par un autre type de système qui ne sera pas vraiment décrit par l'hamiltonien où J2 vaut 0, mais par un autre hamiltonien. Donc, par exemple, j'ai changé de corps chimique, j'ai changé de système magnétique. La bonne façon de le décrire, ce serait d'avoir d'autres interactions plus compliquées. Là, j'en ai mis que 2, mais on pourra en mettre 10, 20, etc. Bon. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui s'intéresse à un autre système, et lui, quand il varie la température, eh bien, il va se déplacer selon une ligne qui est comme ça. Parce que K1 et K2 sont non nuls, et quand il varie la température, ça varie d'une certaine manière. Où va être sa transition? Bon, ben, ma courbe est pas... Sa transition va être là. Alors, bon, comme ma courbe n'est pas très bien faite, on a l'impression que c'est au même endroit, mais en réalité, ça ne l'est pas. C'est-à-dire, si j'ai K1 critique qui est là, il va ici. Donc, il va trouver une valeur critique dans son expérience qui est cette valeur-là. Donc, l'endroit où se passe la transition ne va pas être au même endroit, mais quand il va renormaliser, quand il va être au point critique et qu'il va renormaliser, il va aller exactement sur le même point fixe. Et donc, il va voir à grande échelle les mêmes fluctuations qu'ils partent du modèle 1, là, ou du modèle 2, parce que par renormalisation, il va au même endroit. Et ça, c'est l'universalité. Et cette universalité, je fais le dessin, ce que la plupart des gens font toujours en 2 dimensions, parce qu'on ne peut pas représenter un espace avec énormément de dimensions, avec tous les couplages possibles. Mais ça, c'est l'idée d'universalité qui est expliquée de cette manière. Et ça, c'est dû donc à ces travaux de Kadanoff, et toute cette analyse en point fixe, c'est dû aussi aux travaux de Wilson et de beaucoup d'autres. En fait, il y a toute une longue histoire dans cette idée d'universalité. Donc ça se comprend à partir de cette... à partir de cette transformation de renormalisation. Alors maintenant, il y a la question de la classe d'universalité, parce que bien sûr, tous les systèmes possibles n'ont pas tous les mêmes exposants critiques. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, j'ai cette transformation de renormalisation, j'imagine, K'1, K'2 en fonction de K1, K2. Hein. Tout ça, c'est pour schématiser en fait une transformation dans l'ensemble des mesures, qui est de passer de E puissance H à E puissance HR. Donc, normalement, ce serait dans un espace très grand. Et puis, là, j'ai dit, il y a des points fixes qui correspondent aux phases, il y a un point fixe qui correspond à la transition, mais en réalité, bon, c'est des fonctions non linéaires qui peuvent être compliquées, etc. Et il peut arriver des situations comme ça, en fait. Non seulement il peut, mais ça arrive. C'est qu'il n'y a pas que ces 3 points fixes, il y en a d'autres. Il peut y avoir un autre point fixe ici, un troisième qui est là. Et une situation typique qui va arriver, c'est une situation de ce genre. Alors là, c'est... Donc, je fais ce dessin. Donc voilà une situation qui se produit, qui peut arriver, qui est la chose suivante. Tous les points le long de cette ligne, ils vont aller vers ce point fixe-là. Et puis, si j'essaye de m'éloigner trop, d'aller chercher des Hamiltoniens un peu trop différents, trop compliqués, je vais arriver à un endroit où les points ne vont plus ici, mais vont ailleurs. Alors là, ça sera une autre classe d'universalité. Autre classe d'universalité. Et donc, on comprend simplement par cette transformation de renormalisation qu'il peut exister
plusieurs classes d'universalité. Ce qui va les séparer, c'est des points fixes d'ordre supérieur, hyperboliques d'ordre supérieur. Vous voyez que ce qui va séparer là, ça va être répulsif dans deux directions. Ces points-là, ça s'appelle des points très critiques. Et donc, il y a toute une phénoménologie qui peut sortir de ces transformations K'1, K'2 en fonction de K1, K2. Et bien sûr, s'il y a plus de couplage, ça peut devenir de plus en plus compliqué. Mais cette image est celle qui explique l'universalité, qui est quelque chose qui mathématiquement est un peu compliqué, parce que le plus souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve ce point fixe, on est capable d'analyser le voisinage précis, un voisinage proche de ce point fixe, mais quand on s'éloigne, souvent les méthodes qu'on utilise, perturbatives et autres, ne sont pas capables d'aller chercher si loin et donc de dire précisément où s'arrête la classe d'universalité. Donc cette universalité permet de prédire que des systèmes différents vont se ressembler parfaitement au point critique, avoir les mêmes exposants. Comme tout à l'heure, enfin on reviendra sur ces choses, c'est que, comme tout à l'heure, les exposants vont être dus à la linéarisation de la transformation de renormalisation autour du point fixe. Donc des systèmes différents vont avoir les mêmes exposants, ils vont se ressembler quand on fait beaucoup de transformations de renormalisation, donc quand on les regarde à grande échelle. Et donc ça, c'est vraiment l'explication de l'universalité. Alors, pour la dernière partie donc ça, c'est ce que je voulais dire pour l'universalité. Et donc maintenant, ce que je vais aborder, c'est le dernier exemple dont je voulais parler et que je vais à peine effleurer, parce que Jean-Pierre Ekman va en parler tout à l'heure. Et il est un grand spécialiste de ces questions. Et c'est un des exemples, à mon sens, les plus simples, où on observe les propriétés d'universalité et avec une précision extraordinaire, je trouve, c'est-à-dire avec 30 chiffres significatifs, on peut voir l'universalité sur des nombres qui ne sont pas des nombres simples, ce ne sont pas des nombres rationnels. Alors, c'est le problème de la transition vers le chaos. Donc, j'ai un peu honte de parler de ça dans cette salle, parce qu'il y a plusieurs grands experts de la question, mais c'est la transition vers le chaos. Alors, la transition vers le chaos, ça s'observe dans différents contextes. Je vais en citer deux, mais il y en a d'autres. Le premier, c'est en mécanique des fluides. Et en fait, c'est des expériences qu'on fait tous les jours à la maison. En fait, si on prend une casserole, on met de l'eau dedans, et puis on chauffe. Bon, au début, le fluide, il bouge pas, il est tranquille. Et puis, à partir d'un certain moment, il commence à s'agiter dans tous les sens et il devient turbulent. Donc, on va dire que, en fonction de la différence de température qu'on a imposée entre les bords de la casserole, si vous voulez, eh bien, on est passé d'un régime stable à un régime turbulent. C'est une transition vers le chaos. Alors, en fait, il y a des expériences qui font ça de manière beaucoup plus précise, qui est l'expérience de Rayleigh-Bénard, où on chauffe un fluide par en dessous. Donc on a une cellule avec un fluide, et puis on chauffe par en dessous. Donc si la différence de température est faible, eh bien, il y a un flux de chaleur qui passe à travers le système, mais essentiellement le fluide ne bouge pas. Et puis quand on augmente la température, eh bien, on observe ce qu'on appelle des bifurcations. On voit le système changer de régime, commencer par avoir une structure spatiale avec des comportements périodiques, et puis au bout d'un certain moment, si la différence augmente, on va observer des transitions turbulentes. Donc ça, c'est cette transition vers le chaos. Et un progrès vraiment important qui date des années 60, c'est ce qu'on appelle le modèle de Lorentz. Donc aussi, j'ai trouvé sur Internet des figures de ce modèle de Lorentz qui est dans la page 7. C'est une façon approchée de décrire ce type de système
en écrivant les équations hydrodynamiques et en ne gardant que quelques modes, les 3 premiers modes, et donc ça aboutit à un système d'évolution qui est assez simple, avec 3 variables. Les 3 variables, ce sont les amplitudes de ces modes, et au cours du temps, ça évolue, et on observe cet attracteur de Lorentz avec... Donc cet attracteur de Lorentz, il a une forme de ce genre, que je vais sûrement très mal faire. Il passe une partie de son temps autour d'un point fixe ici, une autre partie de son temps autour d'un autre point fixe, et puis il change de manière apparemment aléatoire d'un côté à l'autre, un peu comme la météo change au bout de quelques jours de manière un peu aléatoire. Eh bien, ce modèle montre que des systèmes avec très peu de degrés de liberté peuvent aboutir ou donner lieu à des comportements chaotiques. Donc ça, c'est un des exemples énormément étudiés de systèmes avec peu de degrés de liberté qui conduit à un comportement chaotique. Alors, un autre exemple, qui n'est pas tiré de la physique, c'était mis en avant en 1976 par un biologiste qui s'appelle Robert May et qui a publié un article qu'il appelle Simple Mathematical Models with Very Complicated Dynamics. Donc, il a regardé un modèle inspiré de la biologie, qui est ce qu'on appelle le mapping logistique. Et ce mapping logistique, il dit la chose suivante. Prend une variable à l'instant t, une variable à l'instant t plus 1, et il dit lambda t plus 1, c'est lambda xt à moins xt. Alors, donc c'est une forme de ce genre. Alors, qu'est-ce que c'est que xt dans cette affaire? Bien, il dit par exemple, xt, c'est la production d'un champ ou en agriculture, ce qu'a produit à l'année t ce champ, par exemple. Et bon, ce que produit à l'instant t plus 1, ça dépend de ce qui se passait au temps précédent. Bon, donc ça peut être une production en agriculture, ou bien quel est le nombre d'individus ou la densité d'individus d'une espèce à l'instant t en fonction de l'instant t plus 1. Alors manifestement, si à l'instant t il n'y en a pas, à l'instant t plus 1 il n'y en a pas non plus, mais si une année il y en a beaucoup, il y en a trop, bien finalement ils vont tous mourir, pas arriver à manger toute la nourriture disponible, etc. Et l'année d'après, il y en aura peu. Donc il dit, voilà, essayons d'étudier un système biologique où la population à l'instant t plus 1 est donnée en fonction de la population à l'instant t par ce genre de formule. Alors ça, c'est... alors attendez, pour être un peu avec mes notes, je vais l'appeler R ici, excusez-moi. Bon, enfin, ça change rien. Bon, alors, en fait, on peut faire des changements de variables et peut-être... je vais peut-être utiliser un autre mapping qui est pratiquement le même, en fait, qui est juste un changement de variable près, qui est celui-là. C'est juste... le lien entre ces deux-là, c'est que A, c'est juste un changement linéaire de variable qui donne ça. Bon, peu importe. Alors, prenons donc ce mapping de Robert May, qui date de 1976, comme je disais, et essayons de voir ce qui peut se passer. Alors, bon, si R est petit, en fait, eh bien, il y a xt égale 0, qui est le point fixe attractif, il ne se passe rien. Enfin, si vous partez d'une certaine population et vous laissez évoluer, au bout d'un certain temps, x diminue. Et puis voilà, si R est suffisamment petit, je fais le dessin, xt plus 1 en fonction de xt, c'est à cette forme-là. Si vous avez la première bisectrice, eh bien, la population va diminuer, il va y avoir rien du tout. Si vous augmentez R, vous allez éventuellement avoir un point fixe attractif où il y a une certaine population qui survit. Mais si vous augmentez R suffisamment, jusqu'à une valeur un peu particulière qui est R égale 4, alors le système est complètement chaotique. Alors comment ça se voit? Justement, c'est fait sur mesure pour que ça se voit très facilement. Supposons que... alors, ce qu'il y a, c'est que dans mes notes, j'ai pris le modèle
qui est là, et donc R égale 4, ça correspond à A égale 2. Donc si je dis, je m'intéresse à xt plus 1 égale 1 moins 2 xt au carré, bien en fait, ça c'est un système, vous pouvez mettre ça sur votre ordinateur, calculer, partir d'une valeur que vous voulez, vous itérez, et vous allez trouver que le système a un comportement complètement chaotique. Et comment ça peut se voir? Bien assez facilement, parce que si vous faites un changement de variable, xt égale moins cosinus θt, et que vous vous souvenez d'un tout petit peu de trigonométrie, donc vous mettez le cosinus θ ici, vous essayez de trouver θt plus 1, vous allez trouver que θt plus 1, c'est 2θt, modulo 2pi. Alors ça c'est vraiment quelque chose de chaotique. Pourquoi? Supposez que je prenne deux conditions initiales très proches et que je laisse évoluer, eh bien, à chaque itération, les deux conditions, la distance entre les deux conditions initiales va se multiplier par 2. Donc deux trajectoires aussi proches que je veux, très vite, elles vont se mettre à diverger, parce que chaque fois, la différence entre deux angles, hein, si vous prenez deux points de départ, va se séparer. Une autre façon de le dire, c'est que si vous écrivez θ, l'angle θ en binaire, eh bien, donc, mettons θ, c'est 0.1001, etc. Eh bien, multiplier par 2 et prendre modulo, bon là j'ai mis 2pi, mais ce serait pareil si j'avais mis ici le 2pi et que je mettais 1. Eh bien, à chaque itération, vous décalez. Donc en fait, à chaque moment, finalement, vous allez chercher un digit plus éloigné du développement en binaire. Et donc, c'est un peu l'effet papillon, vous allez chercher très très loin, et à la fin, c'est ça qui va déterminer où vous vous trouvez. Donc ça, c'est un système chaotique. Et une des questions qu'on se pose, c'est de savoir comment on passe d'un régime de points fixes, quand R est petit, à un régime complètement chaotique. Et donc ça, c'est un peu le message de Robert May, qui est très facile à reproduire sur des ordinateurs, et qui est quelque chose que vous pouvez... Parce que sur l'ordinateur, vous avez juste à itérer cette transformation. Bien, vous observez, au cours du temps, si vous prenez ce genre d'expression, eh bien, vous observez la figure qui est dans la page 8 de ce que je vous ai distribué. Et donc, vous observez une figure en fonction du paramètre R, bon, là, ici, voilà, qui va être de cette forme. Il va y avoir la valeur ici du chaos. Et puis, pour arriver vers ce chaos, en fait, on observe des doublements. Le premier phénomène que l'on observe, donc ce qui est dessiné ici, c'est le paramètre R et la valeur de x à un instant t éloigné dans le temps. C'est-à-dire, vous regardez au bout d'un certain temps long, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand R est petit, vous avez une seule valeur, le système a un point fixe et ne bouge pas. Et puis, vous augmentez la valeur de R, et à un certain moment, vous observez ce qu'on appelle une période 2. C'est-à-dire, le système, au bout d'un temps long, passe son temps à osciller. Vous observez une oscillation simple comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle le doublement de période. Vous continuez et vous observez une nouvelle valeur critique où le système va faire une période 4. Donc la période 2 est devenue période 4. Et puis vous continuez, alors c'est de moins en moins visible, mais vous voyez une période 8. Et ainsi de suite. Et après, ça devient plus compliqué, mais il y a toute une structure qui a été pas mal étudiée. Mais le point, c'est que si vous regardez cet objet, eh bien, si vous regardez une branche, une des deux branches, là, eh bien, elle ressemble beaucoup à la branche initiale. La seule chose, c'est que vous voulez regarder le système tous les deux pas de temps, parce que quand on est dans cette région, il y a un point fixe, vous arrivez ici, il y a une oscillation, période 2. Là, vous avez une période 4, ça fait quelque chose comme ça entre les quatre branches. Donc, si vous observez uniquement une des deux branches, elle ressemble énormément
à la branche initiale. Et essentiellement, l'idée, c'est de dire, est-ce que si j'avais une transformation qui dépend d'un paramètre A, est-ce que je peux trouver un A' tel que t carré, donc t carré c'est t rond t, de A, j'itère 2 fois, je regarde le système tous les 2 pas de temps, est-ce que c'est possible que le t carré ressemble au TA? Alors, ça, c'est une opération de renormalisation, et elle conduit à des propriétés universelles qui ont été découvertes par Feigenbaum à la fin des années 70. Cette universalité, elle a à voir avec la façon dont ce doublement de période s'accumule au cours du temps. Donc les transitions se passent de manière de plus en plus rapprochée, et la façon dont ces transitions s'accumulent forme une série géométrique avec une raison qui est donnée par le paramètre delta qui apparaît dans les notes que j'ai montrées. Ce paramètre delta, il apparaît pour beaucoup de transformations, c'est-à-dire pour celle-là, mais pour d'autres, c'est un nombre universel. Et en bas de la page 9, j'ai simplement pris sur Internet une des valeurs qui est donnée actuellement avec beaucoup de chiffres significatifs. Il y a 30 chiffres significatifs. Donc, est-ce qu'on peut comprendre cette universalité par renormalisation? La réponse est oui, et ça conduit à des images assez simples. Et c'est Jean-Pierre Ekman qui va nous en parler tout à l'heure, qui est un des grands spécialistes de la question, qui a étudié ces choses en grand détail, et qui va nous dire les classes d'universalité et aussi le fait qu'il y a des points très critiques. Enfin, je ne sais pas s'il parlera des points très critiques, mais on peut observer d'autres universalités pour ce type de problème. Par exemple, si on change, au lieu de changer les interactions qu'il y avait tout à l'heure, si je change la puissance ici, si par exemple je mets 1 sur moins 2x4, eh bien, il y a une autre classe d'universalité qu'on observe. Donc ça, je vais m'arrêter à ce stade. Et je vous encourage beaucoup à venir au séminaire de Jean-Pierre dans un quart d'heure. Merci.